c'est reparti pour une autre semaine de gaieté en votre compagnie. Madame, monsieur, bonjour. Vous savez quoi? C'est le dernier lundi du mois de janvier. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Bien sûr, toujours accompagné de monsieur Marcelin Govoy, excellent comme d'habitude. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour, le couple Malix, Marco et Alix vous salue et vous dit bienvenue. Alors, allez parler de dernier lundi du mois de janvier. Vous savez qu'il y a une dualité dernier premier. C'est bien ça. Le dernier lundi. Mais c'est le premier jour de Matin Bonheur pour cette semaine et on est très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler donc dans le volet emploi, la gestion du processus de recrutement. Comment se passe le processus de recrutement? Est-ce qu'il y a des règles objectives? Et puis, est-ce que ces règles-là sont respectées dans nos entreprises au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Afrique, tout ça? On en parlera avec notre consultant, M. Sila Al-Hussein, président de l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. C'est un des experts de Matin Bonheur. Exactement. Et parlons toujours d'experts. On en recevra un concernant la sécurité routière. Monsieur Paul-Éco Arnaud, il nous parle du transport routier des personnes et des marchandises. À l'inverse des vues réelles, on a plutôt de grandes artères qui sont arpentées. Et comment elles sont régies? La législation, qu'est-ce qu'elle dit? Mais on le saura davantage avec Paul Arnaud. On en saura également davantage avec notre motivation quotidienne. À chaque lundi suffit sa motivation. Avec lundi motivation à la manette, coach Ina Mariam qui nous parlera d'un thème assez simple. Voir autrement, ne pas s'occuper du regard, comme disait Jean-Paul Sartre, le regard sartrien, le regard qui nous plombe, qui nous permet d'être en dedans. Non, voir autrement, avoir une vision un peu plus longue, un peu plus haute, pour rester toujours digne, n'est-ce pas? Et oui, et rester digne avec un questionnaire pointilleux, ce sera le travail de Gabriel Zani, la sagace Gabriel Zani, qui sera dans quelques instants avec nous aux alentours de 6h38 pour un instant vérité. On a son invité, il sera là bien sûr, et puis on aura tous l'occasion de le découvrir. Alors, c'est lundi, et lundi 28, pardon. Vous voulez diminuer le mois de janvier, déjà qu'il est en train de finir comme ça? Non, non, ne faites pas ça. Non, non, non. non. Dites encore 28 lundi. Je me confesse, lundi 28, plus que quelques jours, 3 jours et puis c'est bon. 3 jours, ça va faire plaisir à mon ami personnel Guy Noël, donc, qui est au niveau de la grue. Accompagnée de Madame Bobby, bien sûr. Madame Bobby, Maman Bobby est là. Et puis, à la réalisation, on a Christelle Akoussa qu'on retrouve tout au long de cette semaine. Toute la vaillante équipe est là. Régis est en train de s'habiller de son micro parce que le flash sera dans quelques instants. Le temps pour nous de dire qu'aujourd'hui, c'est la Saint... C'est la Saint Thomas d'Aquin. Voilà, Saint Thomas d'Aquin, on s'en souvient, un nom très célèbre. Voilà. Et aujourd'hui, nous fêtons donc les Thomas, les Charlemagne, les Gentiles, les Gentilina, les Gentilis, les Moranes, les Morts. Gentilis. Maureen, oui. Ça a l'air d'être un médicament, mais non. Maureen, c'est joli ça. Oui, Maureen, Morette, Morée, Palade, Tires et Tommaso. Tommaso, ouais. Tous ont répondu présent à l'appel. Et puis, samedi 26 janvier, c'était l'anniversaire. Il y avait beaucoup d'anniversaires. Tenez par exemple M. Paul Kofi, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, que vous apercevez. Ensuite, Alix, nous avions bien sûr Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. Voilà, général de division. C'est ça, Philippe Mangou, qui célébrait un anniversaire. Vous êtes fille de militaire, vous y connaissez dans les grades. Et c'est la même promotion d'ailleurs. C'est la même promotion en plus de votre père qu'on salue. Alors, Ange Didier Ouan, alias Arafat DJ, le fantasque. Le Berus Sama, le Daishikan. Ah, oui, le Daishikan. Grand temps de superlatif. Oui, ça c'est vraiment... En tout cas, en Côte d'Ivoire, il y a l'hymne national, le drapeau, il y a tous les fondamentaux. Et puis, Arafat DJ. On le salue. Oui, et puis on lui souhaite beaucoup de bonheur, de santé, de sagesse. Joyeux anniversaire également à un homme illustre, mais dans un tout autre registre, dans un tout autre pays. Ex-président de la France, grand supporter du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, le président Nicolas Sarkozy qui célèbre 1 an de plus ce jour. Et après une illustre personnalité comme ça, c'est à dessein que l'on aussi vous souhaite un joyeux anniversaire à vous, Connie Touré. C'était ce samedi-là, voilà, et célébrait une bougie de plus. Malheureusement, on n'a pas son image, mais tout le monde connaît Connie Touré. Hein, la plus souriante des animatrices radio. Hein. Elle a toujours la banane. On se demande et son sourire se sent. On a l'impression, on se demande Connie Touré à quel moment elle est fâchée. Mais elle est toujours contente. On lui fait un gros bisou comme ça, Connie Touré.
Et puis Colette, on a Richard Anconia déjà, acteur, hein, que vous apercevez maintenant. Voilà, Richard Anconia, oui. acteur qu'on a Très comique. dans La vérité sujet-moi. C'est ça. Et puis qui a une filmographie élevée. Et on termine par Colette, écrivain donc 28 janvier 1873. Lui, je ne connais pas sa date de naissance, mais ce qui est sûr, je connais ses potentialités. Un jour, il nous dira sa date de naissance. Je pense qu'il doit avoir, s'il a trop, il doit être âgé de 52, 53 ans. Allez, je blague. C'est ça, ma témoigneur, la bonne humeur. Régis Kofi est avec nous. Il est dans cette spirale de bonne humeur aussi, même si c'est le flash qui commence maintenant. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le premier congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a eu lieu samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Outre les discours, plusieurs articulations ont meublé ce moment de retrouvailles. Éric Goré revient sur les à côté de ce congrès. Reportage commenté par Alexis Ouedraogo. Plateau ce samedi, il est 8h et déjà impossible de rallier le stade Félix Houphouët-Boigny dont l'affluence est grande. Plusieurs font le reste du trajet à pied pour ne rien manquer de ce rendez-vous politique du début de l'an. C'est pour montrer notre détermination, notre engagement. Et ensemble, tous les militants de partis du propos de RHDP au plateau sont ensemble pour marcher, pour aller donc au stade Houphouët-Boigny. À l'intérieur du stade, autre animation, les gadgets s'arrachent ici comme de petits pains. Aujourd'hui, nous avons vendu près de 1 million de t-shirts ce matin. Les gens sont venus, ils ont pris ça par centaines. Un peu plus loin, la tension monte, mais les services de sécurité veillent au grain. La Croix-Rouge est juste à côté pour intervenir en cas de blessure ou autre malaise. En tout cas, pour l'instant, la situation est sous contrôle. On a pu prendre en charge tous les cas qu'on a reçus. Et comme vous le voyez, pour le moment, on a une petite accalmie. Tout le monde est à la fête. 9h30, pelouse et gradins refusent du monde. La fête bat son plein. Toute la Côte d'Ivoire est rassemblée. Leader, Concorde, MFA. Je vois c'est formidable, c'est inédit. Nous avons marqué la Côte d'Ivoire à travers la création du RHDP. En venant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu accès au stade parce que le stade ne peut pas contenir tout ce monde-là. Un dispositif est même déroulé pour ceux qui ont petite faim et soif. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien pour le moment. Ok. On a seulement eu du retard à cause du protocole, le camion n'est pas vite arrivé. Oui. Mais ça s'est réglé. Et actuellement, les populations... Oui, tout le monde est content. On est en train d'évacuer actuellement. Ok. Vous voyez. Comment vous vous occupez? Parce que c'est des milliers de personnes, comment vous gérez ça? Bon, on a des personnes déjà sur place dans chaque compartiment du stade pour évacuer tout ce qu'il y a haut. La fête ne s'est pas uniquement déroulée à l'intérieur du stade. Ceux qui n'ont pas pu y avoir accès ont pu suivre l'événement sur les écrans géants aux alentours. La 4e promotion du médiateur professionnel est en formation à Abidjan présentement. Qui est le médiateur et quel est son rôle? À cette occasion, notre reporter nous donne de faire connaissance avec ce métier. Franck Quadio. Séance de travail en groupe de réflexion. C'est une dizaine de médiateurs professionnels confirmés ou en devenir qui renforcent leurs capacités. La profession légalisée en Côte d'Ivoire par une loi en 2014 permet aujourd'hui d'exercer partout où se fait la demande, mais le métier de médiateur professionnel est peu connu. Alors des médiateurs, il y en a plein. Il y a plein de médiateurs, il y a plein de médiateurs amateurs, il y a plein de médiateurs qui utilisent des référentiels de type rappel à la loi, rappel à la morale, rappel à la norme. Et le médiateur professionnel ne fait pas du tout ça. Ce n'est pas du tout des personnes qui sont là pour réguler ou intervenir au nom d'une autorité. Ce sont des personnes qui interviennent pour aider les personnes à travailler sur leur projet relationnel. Une profession qui a sa spécificité. Elle est différente de celle du médiateur social, par exemple. Le médiateur professionnel opère de façon transversale dans tout domaine d'activité, de l'entreprise en passant par le foncier, les affaires conjugales et même celles de voisinage.
Quand on voit le médiateur, en général, on parle du conflit tout de suite. Mais nous, au niveau de la médiation professionnelle, on va au-delà du conflit. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle l'entente sociale, c'est-à-dire amener, j'allais dire, tout un chacun, voilà, à avoir cette culture en soi de l'entente. Et je crois que c'est quelque chose qui sera très, très, très bien pour notre pays qui sort d'une crise. Devenir un médiateur professionnel, cela passe par une formation. La formation est organisée en 3 phases. Une phase en janvier, une phase en avril, une phase en septembre et une validation ensuite devant un jury professionnel et la formation qui se clôture au symposium de la médiation professionnelle en France dans une ville. Donc en réalité, les groupes qui sont en France sont connectés avec les groupes en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est que cette formation outille chaque territoire ou chaque secteur géographique pour qu'il puisse définir son propre modèle et répondre à ses propres problématiques. Ils sont plus d'une quarantaine issus de divers corps de métiers à exercer l'activité. Le 17 avril prochain aura lieu la remise des diplômes de la 4e promotion des médiateurs professionnels ivoiriens. S'il y a un mois de l'année que redoutent plusieurs Ivoiriens, c'est bel et bien celui de janvier. Un mois qui vient après les fêtes de Noël et du Nouvel An, où des dépenses se sont multipliées. En ce premier mois de l'année, plusieurs ménages font face à des difficultés d'ordre financier et appellent de tous leurs vœux la fin du calvaire. Regardez. On a pour coutume de dire, dans le jargon ivoirien, après les fêtes, c'est la défaite, ce qui signifie que les fêtes amenuisent les ressources financières. C'est toute la particularité du mois de janvier, qui est précédé de la fête de Noël et du Nouvel An, difficile pour certains ménages. C'est le cas chez les Grobli, dans la commune de Yopougon. C'est un peu difficile, parce que étant monsieur ceux qui travaillent, c'est difficile. Étant pas là aussi, il a donné ce qu'il pouvait pour faire les dépenses de la maison. J'en ai fait et j'ai débordé. Même les enfants ont exigé la décoration de la maison, un sapin, tout ça. Et voilà le budget, je n'ai pas pu faire. Mais néanmoins, les habits, les vêtements, les cadeaux, parce que la Noël aussi, c'est ça. Comme tous les ans, elle aurait voulu éviter cette situation. Malgré les nombreux calculs, elle n'y est pas parvenue. Tout comme la famille Grobli, le mois de janvier est difficile pour de nombreux Ivoiriens. Il est toujours difficile parce qu'on fait quelques excès, ce qui est tout à fait normal. Après 365 jours, il faut s'éclater, il faut partager et donc finalement, ça agit un peu sur les finances. Le mois de janvier, vraiment, ça ne bouge pas. Ça va lentement jusqu'à la fin. Ce temps de vache maigre dans les ménages touche par ricochet les commerces, entre autres, magasins de vêtements, maquis et restaurants. Je sais que si le mois ça l'a fini, ils vont commencer un peu encore. Sinon, ce mois-là, il n'y a rien même. Ce mois, il est 11h. On tourne à l'heure comme ça. Les clients sont déjà là. Soit on t'appelle pour te donner la commande et puis maintenant tu t'en livres et tout ça, cela. Bon, jusqu'à présent, là, c'est un peu bizarre. L'argent se fait rare en janvier lorsqu'on a trop dépensé le mois précédent. Pourtant, certains retombent dans les mêmes travers. Justement, cela répond à une exigence sociale. Par exemple, un père de famille, pendant les fêtes de la Noël, son enfant il doit participer à des arbres de Noël dans ses écoles, dans les écoles. Et chaque arbre de Noël exige du parent l'achat d'un cadeau. Et si le parent n'achète pas son cadeau, c'est si comme il perdait entre griffes une certaine autorité parentale. Et il y a cette image que le père se doit de conserver en achetant le cadeau à son enfant. Et il va de soi aussi pour les relations conjugales. Dame Kwasi a bien compris la leçon. Chez elle, tout a été planifié pour ne pas que janvier soit un casse-tête chinois. Mon mari il prévoit tout. Souvent, il peut me donner l'an de l'enfant dans le mois d'octobre, après la rentrée. Quand il a ça, en même temps, il me dit, va, tu fais les achats de l'enfant. Il faut prévoir tout dedans en même temps. Plusieurs dispositions sont à prendre pour ne pas être dans la dèche en ce mois de 31 jours, considéré comme le plus long de l'année. La rigueur budgétaire amène à subdiviser ou à réorganiser ces dépenses en dépenses essentielles, en dépenses de loisirs et puis épargne. Quand je dis rigueur budgétaire et la catégorisation en ces 3 groupes, on retrouve dans la littérature une décomposition, une affectation du budget à ces 3 catégories.
lorsque les revenus sont gros, donc en Côte d'Ivoire, où l'on parle d'un revenu moyen de 120 000, donc au-delà de 120 000, eh bien, on peut penser à une répartition 50% pour l'essentiel, 30% pour le loisir et 20% pour l'épargne et pour, en quelque sorte, la catégorie financière. Mais lorsque le salaire est inférieur, en deçà des 120, on peut penser 80% pour l'essentiel, 10% pour le loisir et 10% pour l'épargne. Et quand c'est encore plus faible, on peut penser 80, 15 et 5. Il est vrai que le mois de janvier est précédé de 2 mois de grosses dépenses, à savoir le mois de septembre avec la rentrée scolaire et celui de décembre avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. Toutefois, une bonne organisation des dépenses permettrait d'entamer avec sérénité la nouvelle année. Merci de votre attention. On se retrouve à 6h30 pour le développement de l'actualité africaine. À tout de suite, mais avant, vous êtes concerné par le reportage qui vient de finir, piqué ou pas piqué? Pas piqué. Ah, mais c'est super ça. Janvier était bien pour vous? Oui, janvier était bien. Bon, ah bon? Oui, jusqu'à présent, janvier. Régis Non, ça va parce qu'en fait... Régis Pissancy, comme on dit. Je n'ai pas trop fêté dans le mois de décembre, donc... Vous avez emmagasiné, donc il y a voilà, des ressources encore. Donc, bonne planification. Il n'y a pas assez d'argent pour tous. Hein, donc... bon, on va faire par jour. C'est pas un appel. Voilà, c'est pas un appel. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est... On va venir un à un pour demander l'argent. Mais c'est bien, mais en tout cas... Alex, les Ivoiriens sont magnifiques. Ben oui. C'est pas évident. Les salaires ne sont pas vraiment mirobolants, mais les gens arrivent quand même à s'en sortir, à contenter les enfants. Au moins, c'est janvier seulement qui est difficile en Côte d'Ivoire, mais sinon, tous les autres mois de l'année, on s'en sort, n'est-ce pas? Ça va, en tout cas, avec notre... Vous n'avez pas de problème, vous? Ça peut aller, quand on vous voit, vous n'avez pas de problème. Oui, quand on me voit seulement. Oui. Mais quand on sait, quand on vous c'est autre chose. Nous autres, c'est pas facile. Non, mais ça va aller. En tout cas, il reste que 3 jours et puis c'est février bientôt. Mais quoique février encore, il y a la Saint-Valentin qui pointe son nez, il faut le savoir. Et voilà, ça recommence. Donc, on n'est pas tellement encore sorti de l'auberge. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Comment vous, ça veut dire quoi? Parce que c'est vous qui nous mettez dans ces situations. Non, mais c'est réciproque, hein, les cadeaux, franchement, on se les offre mutuellement. C'est ça. C'est pas que dans un sens. Dans notre budget, dans nos budgets. Chérie, il y a des choses qui manquent dans la maison. Ah, tiens, il faut les payer. Puis finalement, ça se transforme en notre cadeau. Ah ben voilà, ça revient toujours. Retour à l'envoyeur. Les choses en question n'ont pas été payées. Alors, bon, le sport va nous réconcilier. C'est clair que le sport va nous réconcilier et puis nous permettre de mémoriser toutes ces bonnes astuces-là pour garder le cap et le nord. Fitness avec une chaise. Coach Cyril Niamke. Toujours agréable avec une chaise. Ah oui. C'est vrai. Bonjour chez vous, c'est Cyril Niamke, coach sportif. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner avec une chaise. 3 exercices à faire avec une chaise. 12 répétitions par exercice. Des exercices très simples que vous pourrez faire chez vous. Allez chercher votre chaise rapidement. On va commencer avec le premier exercice. En position assise, on va juste tendre les bras et faire des squats. Donc bras tendus, on se redresse. On envoie le bassin en arrière. Dès qu'on touche la chaise, on remonte. 1, 2, 3. Pensez juste à vous asseoir. 4, on se redresse, on serre les fesses. 5, 6, 7, 8. Pour 12 répétitions, n'oubliez pas. 9, gardez toute la surface du pied au sol. 10, videz l'air à la montée. 11 et 12. On va se mettre sur la chaise maintenant. Posez les mains sur la chaise et courir sur place. Donc on se met en position de pompe et on court sur place pour 12 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Le troisième exercice, on va se mettre en position de pompe devant notre chaise. Bien tendre les jambes, toucher avec une main. Donc on gaine bien les abdos. On touche avec une main et on alterne sans trop bouger le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, toujours 12 répétitions, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, parfait. On va reprendre
Deuxième série. Je vous rappelle qu'on a 3 séries à faire. Bras tendus, on reprend les squats. 1, on redescend. 2, 3, 4. Dès qu'on touche, on remonte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. On repart. On pose les mains en position de pompe. On court sur place. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montez bien les genoux vers la poitrine. 9, 10. Parfait. On va pour le dernier exercice. Le troisième, avant le dernier circuit. Toujours en position de pompe. On va toucher le banc. 1, la chaise, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous devez bien sentir les épaules là. 9, 10, 11 et 12. Encore 2, encore 2. Parfait. Super. Dernière série. Toujours en position assise. On reprend une dernière fois. Maintenant, on va faire un petit saut. Bras tendus, on va sauter et redescendre. D'accord? On tend les bras, on pousse les mains vers l'arrière quand on remonte et on revient en position de départ. 5, 4, 3, 2, 1, bras tendus, on pousse, on redescend, on s'assoit, on se redresse, on pousse. 2, 3, on pousse au maximum, parfait. 4, on expire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dernier, et 12. Parfait. Encore 2 exercices. Courage, avec moi. On met les mains en position. On met les mains en appui sur la chaise. Position de pompe. On court sur place. 12 répétitions. On monte bien le genou à chaque fois. N'oubliez pas, jambes tendues en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dernier exercice avec moi. Courage, courage, courage. Allez, courage. Position de pompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, ce circuit, c'est pour vous montrer qu'à la maison, on peut s'entraîner avec plein de choses comme une chaise, les rebords d'un lit, une bouteille d'eau et plein d'autres choses. Donc, l'entraînement, c'est aussi être créatif et utiliser tout ce qu'on a autour de nous pour faire bouger les choses, nous faire bouger, brûler des calories. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je passe l'antenne à Marco et à Alix. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, coach. Ça fait plaisir. Mais attention, attendons. On n'a qu'à se mettre d'accord. La chaise qu'on utilise, là, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut faire cette séance-là en mode prudentiel. Parler comme les Ivoiriens. C'est-à-dire, à tout moment, il ne faut pas mettre ça sur... Si la chaise a glissé, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Comme disait, ça, c'est pas bon. Merci d'être avec nous ce matin. On est très heureux d'être en votre compagnie. Tout de suite, le point route, juste avant de recevoir notre premier invité, Paul Arnaud Écou, consultant en droit routier. Le sujet, c'est le transport routier des personnes et des marchandises. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on profite de son expertise. On va lui poser une question tout à l'heure par rapport au thème de l'année passée, et de la semaine passée. La semaine dernière. Les piétons, les animaux, tout ça, les véhicules à bras. On a un cas à lui proposer. Là, on va voir les usagers vulnérables. On va voir. Mais pendant ce temps, les routes de ce matin en Côte d'Ivoire et à Abidjan ne sont pas vulnérables. On va mettre le contact, démarrer au quart de tour et aller tout de suite là-bas. C'est parti. C'est parti. Et nous revenons juste en plateau. C'est moi. Ah, d'accord. En tout cas, vous êtes un bon chemin. Un bon chemin. Et une vérité aussi. On y va pour le boulevard Lagunaire. Pas de go-slow, comme il a l'habitude de le dire. Assez de fluidité pour cette circulation matinale. On a encore
les signaux lumineux qui sont demi, c'est indiqué pour ce début de brouillard, matinée. tout ça. Imaginez, vous êtes à la terrasse de votre appartement et puis vous regardez ce balai là le matin. Au 16e étage. 16e étage, Magnifique. ça fait du bien, ça fait du bien. Le boulevard Latry nous appelle, mesdames et messieurs, avec un calme plat. On peut même faire un pique-nique. Ah non, attention, on ne peut pas faire le pique-nique, c'est dangereux. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc voilà. Le boulevard Latry, tranquille, pépère, avec les agents de sécurité qui sont en faction déjà dans ce grand espace commercial que tout le monde connaît à Abidjan. Et donc après, nous allons du côté du Général de Gaulle, où on est au garde à vous. Exactement, manœuvre qui nous mène au Général de Gaulle, ce pont qui reçoit en tout cas des véhicules, pas d'affluence aussi, pratiquement le même tableau, même schéma que pour les autres voies. Ça va, on y reviendra peut-être. J'ai vu un bus tout à l'heure, c'est le bus 21. Je vois tellement de loin. J'ai vu le numéro du bus, le 21, qui part du côté de Trècheville, de Lynx. Voilà, et lui aussi, il a une vue de Lynx parce qu'il est dans le domaine de tout ce qui est routier. Paul Arnaud Ekou, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ça va bien? Bonjour. On a un jingle avec Paul Arnaud Ekou, on a un jingle, on y va. On y va donc. Alors, le cas concret, avant le cas du jour. La semaine passée, on a parlé des usagers vulnérables. Oui. On nous a envoyé une image de Yamoussoukro. On salue tous ceux qui nous regardent du côté de la capitale de Côte d'Ivoire. Alors, c'est le cas d'un wotro. C'est-à-dire un charretier. Voilà. Le charretier est sur la route. Il pousse un véhicule à bras qu'on appelle wotro. Donc, le charretier lui-même, il est sur la route. Donc, il est piéton. Ouais. Il pousse un véhicule à bras qui est un véhicule. Et dans le véhicule, à bras... Comble du paroxysme. Du paradoxe, il n'y a pas de passager, c'est une voiture qui transporte. Donc, il y a une voiture, un véhicule, dans un véhicule, plus un piéton sur une route. Dites-nous juridiquement, comment on qualifie ça? C'est sérieux, c'est vraiment un cas extraordinaire. C'est le cas qu'on constate. C'est un examen, ça. Un examen. Il cumule à lui seul toutes les situations des usagers de la route, à la fois le piéton, l'usager vulnérable. C'est en Afrique seulement qu'on peut voir ce genre de choses. En cas d'accident, comment le litige est réglé? On fait le constat sur la voiture qui est dans le wotro, sur la charrette. Qui a assuré? C'est le wotro, c'est l'usager, c'est la voiture? Ce cas, c'est vrai qu'on le prend par rapport au thème de la semaine dernière, mais il correspond de plein pied au thème de ce jour, sur les transports routiers. Là, il est en train de mettre en règle le transport des marchandises. Des marchandises, oui. Voilà. Encore que là, c'est pas une marchandise. La marchandise à transporter et il confond la situation du véhicule. Et donc là, vraiment lui-même, il n'est pas en sécurité, il met plusieurs personnes en danger. Ok, transition toute trouvée pour le thème d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc? Par rapport même à ce sujet, il y a une question que je sais que je veux poser, comme je commence à prendre l'habitude. Le boomerang. Quelle est la limite, quel est le poids total qu'un taxi peut supporter? On laisse le pousseur de wotro, on prend le taxi aussi, parce qu'on constatera que les taxis ont pratiquement les mêmes conditions de transport, le coffre derrière ouvert, surchargé de marchandises. Donc, avec des fers qui débordent de fois. Exactement. Et quelle est cette capacité? Quel est le poids qu'il peut supporter? On verra tout à l'heure avec les éléments de réponse que je vais donner. Chacun pourra s'en faire son idée au même titre que le pousseur. Mais pour l'heure, on continue sur le même thème. Hein. C'était notre petite digression, mais qui abonde encore dans le sujet du jour, le transport routier des personnes et des marchandises. Alors, quel rapport y a-t-il entre le code de la route et le transport routier? Oui, la réglementation sur le code de la route et les transports routiers se rejoignent et se complètent. Le transport routier va prendre des sources dans les règles des codes de la route. C'est là-bas que ça prend ses premières règles, surtout les réglementations en rapport avec les conditions de circulation. Et puis, bien évidemment, des décrets, des lois supplémentaires vont venir compléter le code de la route. Donc, les deux textes se rejoignent. La finalité étant qu'on apprend à conduire pour soit assurer un transport de personnes et de marchandises. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas parler de transport routier sans faire référence au code de la route. Et quand on parle du code de la route aussi, on doit pouvoir faire référence au transport routier. D'ailleurs, la réglementation exige que pendant la formation à l'obtention du permis de conduire, on enseigne les fondamentaux du transport routier. Alors, est-ce que le transport routier est suffisamment réglementé en Côte d'Ivoire? J'allais même dire qu'il est très bien réglementé. Il fait l'objet d'une législation abondante, parfois un peu complexe, mais tu couvres presque tous les aspects. Pourquoi complexe? Oui, parce que on a une loi d'orientation qui définit la politique de l'État en matière de transport.
Cette loi va venir s'ajouter des décrets qui vont définir les conditions d'accès et d'exercice de la profession de transporteur, qui vont définir aussi les conditions de création de voitures des gares routières, les conditions de circulation des véhicules. Donc on a pratiquement tout balayé pour mieux réglementer l'activité de transport routier. Donc les mieux réglementer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à cela va s'ajouter des règles du code de la route qui viennent compléter cette réglementation-là. Donc à mon humble avis, je pense qu'on a suffisamment réglementé le secteur de transport. Reste maintenant à mettre cette réglementation en pratique de façon plus efficiente. En tout cas, une organisation accrue dans ce secteur-là. Alors, quelles sont les conditions de circulation des véhicules affectés au transport? On voit, hein. Oui, si. Avec la réglementation, il faut peut-être distinguer deux grands groupes. Le transport public, enfin le transport des marchandises d'une part, et le transport de personnes. Les situations sont différentes selon qu'on transporte des marchandises ou des personnes. La première règle, c'est que les véhicules affectés au transport des personnes ne doivent pas transporter des marchandises et vice-versa. Très souvent, certaines sociétés indiquent sur les camions de marchandises passagers interdits. C'est pour appliquer cette législation-là. Il est formellement interdit et même puni par la loi qu'un véhicule affecté au transport soit surchargé de marchandises. La loi dit que seuls les bagages en main sont autorisés. Donc tout ce qui est marchandises va être proscrit pour le transport des personnes. Et donc du coup, il faut faire la différence entre ces catégories d'acteurs-là. C'est-à-dire qu'on va aussi distinguer le transport quand il est fait à titre privé, quand il est fait à titre public. On dit généralement le transport en commun. Et donc dans le transport en commun, tout ce qui va être lié au transport des passagers va être assuré par les taxis. Donc bien évidemment, les taximètres étant des transporteurs de personnes, des passagers sont interdits de transport de marchandises, sauf les bagages en main des passagers. Beaucoup d'autres éléments comme les bus, les cars qui sont affectés au transport des personnes ne sont pas autorisés à avoir des surcharges, des bagages, des transporteurs. Il faut faire la différence entre bagages et marchandises, ce qui est un peu compliqué, puisque la législation n'est pas allée jusqu'au bout de cette définition-là. Un arrêté va être pris, mais généralement on va considérer comme marchandises tout bien qu'on va acquérir dans l'optique d'aller les vendre. Donc vous quittez Abidjan, vous chargez le car de marchandises pour aller vendre dans une autre ville ce véhicule-là. Enfin, ces marchandises doivent être transportées par un véhicule adapté, un véhicule affecté au transport des marchandises. Et puis bon, le transport va aussi, comme je disais, il faut distinguer le transport privé et le transport public. Donc une société qui veut transporter le personnel, elle a des pleins droits dans les règles de transport. Donc elle doit respecter les conditions de transport, même si elle le fait à titre privé. Et puis, bien évidemment, à ces conditions-là vont s'ajouter tout ce qui est sécurité des passagers, des transporteurs, et ainsi de suite. Voilà. Oh, c'est dommage, c'est déjà fini avec vous. Quelques secondes. Quelles sont les sanctions en cas d'exercice illégal ou de violation des règles de transport routier? En quelques secondes. Oui, la première sanction, c'est l'accès à la profession. Comme je dis, c'est réglementé. Il faut inscrire au registre des métiers, il faut avoir constituer la société dans les règles. Et chaque fois que vous allez enfreindre, vous encourez une sanction pénale. C'est des délits. Sans oublier qu'à cela va s'ajouter les sanctions pour les infractions, comme la surcharge des passagers, qui est aussi une infraction sanctionnée en matière de transport. 6h27, mesdames et messieurs, c'est dommage, mais c'est fini avec vous. Merci pour cette incursion dans le transport routier des personnes et des marchandises. On se retrouve la semaine prochaine avec un bilan de ce thème-là, comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis, on va rebondir sur le thème de la semaine d'après. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Je m'appelle Alix Kokola et je suis en compagnie de Marcelin Gogoy. Et maintenant, on va recevoir Régis Kofi. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement froide dans les régions partant des frontières nord-est à la région des montagnes en passant par la bande centrale. Les vents secs d'Harmattan occuperont toute l'atmosphère dans les régions du nord du pays. En allant vers les régions plus au sud, des réductions de visibilité suite au brouillard s'observeront tôt le matin. Les températures pour la matinée, on notera une maximale de 26 degrés dans la ville d'Abidjan. À Diaké, on observera 25 degrés. 23 degrés dans les villes de Bondoukou comme celle de Boaké. À Daloa, Dimbokro et Gagnoa, on notera 24 degrés. 21 degrés dans la ville de Korogo. À Man, on observera 18 degrés, ce sera la minimale. 19 degrés à Odiéné. 25 degrés dans les villes de San Pedro comme celle de Sassandra. 24 degrés à Tabou. 23 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le soleil restera maître dans les régions de la bande centrale au nord de la Côte d'Ivoire. Le conflit entre vent sec d'Harmattan et vent marin se déroulera au niveau du sud forestier. Les entrées d'air marin sur le littoral et le sud forestier favoriseront des formations nuageuses en cours d'après-midi. Certains nuages pourront se densifier et laisser quelques averses dans les régions du sud.
Les températures pour l'après-midi, à Abidjan, tout comme à Diaké, on notera 32 degrés, 35 degrés dans la ville de Bondoukou, 34 degrés à Boaké comme à Daloa, 36 degrés de maximal à Dambokro, 33 degrés dans la région du Go, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Man. À Odiéné, on notera 36 degrés, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés de minimal à Sassandra. À Tabou, on notera 32 degrés, 33 degrés à Yamoussoukro. C'est l'heure de l'actualité africaine. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Le gouvernement soudanais est mis en difficulté par un mouvement de protestation mené depuis le 19 décembre dans le but de reproduire au Soudan le printemps arabe selon Omar El-Béchir. Pour le président soudanais, les médias sont à la base. En visite hier en Égypte, il a accusé ces derniers de donner aux manifestations populaires plus d'ampleur qu'elles en ont. Au Gabon, l'élection présidentielle d'août 2016 a été suivie de manifestations et de violences. 2 ans et demi après, de nombreuses familles gabonaises réclament toujours justice après la mort ou la disparition d'un proche et se sentent abandonnées par les autorités qui ne reconnaissent que 3 morts. Reportage. Depuis plus de 2 ans, Serge n'a plus de nouvelles de son frère Gildas. Il a perdu sa trace le 31 août 2016 alors qu'il était au siège du parti de l'opposant Jean Ping, le soir de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Depuis 2016, je n'ai pas retrouvé mon petit frère, puisque j'ai pu le signaler aux autorités de la République. Mais pas de suite. Comment voulez-vous que justice soit faite? Manifestations dispersées, attaques du QG de l'opposition et multiples interpellations, les forces de l'ordre ont lourdement réprimé les militants de l'opposition qui n'ont pas reconnu la réélection d'Ali Bongo. Le gouvernement reconnaît la mort de 3 personnes. La société civile authentifie par contre la disparition de 31 personnes et estime qu'il y a eu des dizaines de morts à travers le pays. La sœur d'une victime a accepté de témoigner anonymement. Il y avait des gens qui sont habillés en noir. Ils sont arrivés avec des voitures, ils ont commencé à tirer sur des gens dehors. Et puis, mon petit frère était dehors. Ils l'ont tiré, il est mort sur le champ. La Cour pénale internationale s'était rendue en juin 2017 à Libreville pour une pré-enquête sur les violences post-électorales. Mais elle a décidé de ne pas ouvrir d'enquête en septembre 2018, à la satisfaction du gouvernement gabonais. Les violences survenues en 2016 ne peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité ou de génocide, comme certains l'avaient fait de manière tendancieuse. Plusieurs demandes ont été déposées pour l'ouverture d'enquêtes indépendantes, mais toutes ont été rejetées par la justice gabonaise. Pour les familles des victimes, le deuil reste impossible. Le gouvernement camerounais a démenti l'utilisation de balles réelles pour réprimer les manifestants du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto. René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, soutient qu'aucun coup de feu à balles réelles n'a été tiré lors de la marche non autorisée. Il annonce par ailleurs des arrestations dans quelques villes du pays. On termine au Zimbabwe et c'est à l'aube que les choses se passent. Une route d'un township traversant une voie ferrée près de Bulawayo se transforme en un club de fitness improvisé en plein air. Le club n'a ni nom, ni membre, ni structure, mais c'est le seul endroit sûr pour s'amuser et se maintenir en forme. C'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.
6h34, mesdames et messieurs, à Daoukro et partout en Côte d'Ivoire. On est très heureux d'être votre compagnie pour Matin Bonheur. C'est un plaisir à être. Alix, ça va? Ça va, je vais très bien. Alors, en tout cas, quand on a parlé de sport, j'ai vraiment adhéré. Ça va bien. Gabrielle Zani, vous la connaissez. Hein, vous connaissez, c'est la dame inquisitrice qui vient, qui pose toujours des questions, qui veut. Son credo, Alix, c'est... Les Ivoiriens veulent savoir, donc elle perce pour avoir ce qu'elle veut, en tout cas, de ses invités. Alors, le thème aujourd'hui de la rubrique, c'est le grand ménage. Où est-ce que ça coince? Avec comme invité, normalement, Mme Edith Blanche-Kété-Kwame, coordonnatrice nationale du grand ménage, qui est du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Mais avant d'arriver là, vous connaissez le lundi. Lundi, on a nos habitudes. On a cette fâcheuse tendance-là de vous réveiller, de vous booster. Et ça s'appelle tout simplement... Lundi Motivation. Et si tu osais sortir des idées reçues? Et si tu acceptais aujourd'hui de plonger positivement dans la mare de la vie? Décide simplement de prendre le pouvoir ce jour et tu verras les événements devenir moins accablants pour toi. Quand on te dira non aujourd'hui, décide que tu ne comprends pas le sens de ce mot, parce qu'un non est la route vers un oui. Quand la chaîne de ton habit sautera à la dernière minute, dis-toi juste que c'est un excellent signe de l'univers afin que tu mettes la tenue appropriée pour cette journée. Quand l'embouteillage menacera la bonne humeur, dis-toi qu'il faut plus pour te faire changer d'humeur parce que tu es bien plus que cela. Quand un dossier te prendra la tête, sache que les défis compliqués sont pour les personnes de qualité et voilà une occasion de croître qui t'est offerte ce jour. Les factures sont nombreuses en attente, mais bien sûr, les SDF, eux, n'en ont pas. Quelle chance tu as. Ton interprétation de la situation est toujours en ton pouvoir et les bonnes décisions dépendront étroitement de celle-ci. N'oublie pas que ce choix est dans tes mains et que personne ne peut le prendre sans ta permission. Tu ne dépends pas des événements, tout dépend de tes réactions. Tes réactions aux événements définiront tes résultats. Prends le pouvoir sur tes résultats aujourd'hui. Change ton interprétation de toute cette journée et tu prendras le pouvoir. Passe d'excellents moments de plénitude ce jour et bonne journée positive à toi. Voilà, journée positive, il faut toujours garder le cap, avoir une autre perception de ce qu'on peut avoir. La vie n'est pas si simple que ça, il ne faut pas se marginaliser, il ne faut pas se morfondre. Dès qu'on a le souffle de vie, cela suffit pour pouvoir transcender, changer et avoir tous les champs de possibles. C'est comme moi, comme ça, quand je viens le matin, je suis fatigué, claqué, parce que je suis le plus vieux. Mais quand je vois la jeunesse d'Alix et de Gabrielle Zani, je suis très heureux. Parce que la vie nous offre toujours des opportunités. Il y a toujours une opportunité, il y a toujours une possibilité. Petit rectificatif, mesdames et messieurs. Donc, Madame Edith Blanche-Kété-Kwame, coordonnatrice nationale du grand ménage au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité de l'Environnement. C'est ça. De l'assainissement et de la salubrité. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est Mme Edith Blanche-Kété-Kwame, coordonnatrice donc, que nous recevons, qui va s'installer maintenant. Le temps pour nous de faire un petit point en route avec la dextérité de Christelle Akoussa qui réalise cette émission, en passant par le boulevard Lagunaire, qui nous montre que le trafic est en train de s'épaissir un tout petit peu à Alix. C'est ça, exactement. Vous voyez avec nous actualiser. Les bus ont démarré leur balai pour vous transporter dans la commune et dans tout le district. Alors, ils nous ont quittés et il nous a quittés, notamment un 28 janvier 2005. Jacques Villeray, comédien français, son image apparaît là. On s'en souvient encore, on a souvenance de ces films. Voilà, voilà. En tout cas, il nous a fait marrer et puis il continue parce qu'un artiste, il ne meurt jamais. Ses œuvres perdurent. 6h38 aux deux plateaux, côté des Vallons, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce matin bonheur. Instant vérité maintenant avec Gabrielle Zani. Bonjour à tous, merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Débuté en février 2017, le Grand Ménage est cette année à sa 23e édition. L'opération est censée se tenir tous les premiers samedis du mois dans les villes et communes. Les élus locaux doivent s'approprier le Grand Ménage et l'organiser avec la participation des populations. Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Visiblement, l'initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité n'attire pas grand monde.
Pourquoi donc ce désintérêt alors que l'insalubrité va grandissant dans les villes et communes? Où ça coince, les élus locaux boycotteraient-ils le grand ménage 23 mois après son lancement? Quels résultats? Ces questions seront posées à notre invitée du jour, Edith Blanche-Kété-Kwame, dans Instant Vérité. Elle est la coordonnatrice nationale du grand ménage au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Bonjour Edith Kwame. Bonjour Madame Gabrielle. Alors, le grand ménage a été initié en février 2017. Alors, quand vous lanciez cette opération, quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés? Merci pour cette opportunité que vous offrez au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité de venir exposer en long et en large sur l'opération Grand Ménage. L'opération Grand Ménage est partie du fait que l'état des lieux a laissé vraiment un constat triste, un constat amer, où nous voyons, comme vous aviez dit tout à l'heure, dès l'entame de cette édition, que nos villes de plus en plus deviennent insalubres. Que faire? Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, dans sa vision de voir la population ivoirienne et tous ceux qui nous font l'amitié de vivre sur le sol ivoirien, de vivre dans un cadre sain, a initié l'opération Grand Ménage. L'opération Grand Ménage qui consiste à mener des activités communautaires de façon collective, de façon naturelle, de façon instinctive, appeler la population à mener des actions communautaires de salubrité dans son cadre, dans son environnement immédiat. Donc l'objectif, c'est d'emmener la population de façon naturelle, chaque premier samedi du mois, donner, impulser le dynamisme d'une activité communautaire et amener la population à mener des actions de salubrité. D'accord. Alors, donc, amener les populations à mener des activités de salubrité. Donc, aujourd'hui, après 23 mois de grand ménage, donc de nettoyage, de balayage, de ramassage d'ordures, et tout cela dans les villes et communes de Côte d'Ivoire, madame, quel bilan faites-vous? Le bilan est plus ou moins satisfaisant parce que aujourd'hui, nous voyons que des collectivités, des mutuelles de développement, des syndics de copropriété demandent à organiser l'activité de grand ménage, soit dans les régions, soit dans les quartiers. Moins satisfaisant parce que l'objectif premier, c'est d'emmener la population, de façon naturelle, à mener des activités de salubrité. Donc, en même temps, vous dites que le bilan, il est satisfaisant, pardon. Vous dites en même temps qu'il n'est pas satisfaisant. On ne comprend pas. Quand je dis que le bilan est satisfaisant, nous voyons que jusque-là, nous avons encore dans nos locaux des demandes d'organisation de grands ménages dans des régions. Mais moins satisfaisant parce que la vision de Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, c'est que quand on lance l'opération Grand Ménage, de façon naturelle, la population marque un arrêt, sorte et mène des activités. Alors, mais ce n'est pas ce que nous constatons. Alors, donc, on va se concentrer un peu sur le deuxième point, oui. Le bilan qui est moins satisfaisant, oui. Qui fait que les populations ne sortent pas d'emblée. Voilà, pour mener des activités de grand ménage à Abidjan et dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, pourquoi jusque-là, cette opération de grand ménage n'a pas atteint sa vitesse de croisière? Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Parce que, nous le disons, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau concept, et que la population a déjà jusque-là acquis certaines habitudes, certains comportements que nous disons d'incivisme, où on se dit que c'est l'État qui doit le faire, c'est le maire que nous avions élu qui doit le faire, nous jetons tout partout et l'État doit le faire. Nous n'avons pas encore eu cette habitude-là de mener des actions de salubrité. On se dit qu'il y a des opérateurs qui doivent le faire, il y a des gens qui sont payés pour le faire. Alors que pour notre santé, pour notre vie, pour notre hygiène, est-ce que nous avions besoin d'attendre
que le ministère vienne nettoyer ou bien que le maire que nous avions élu vienne nettoyer. Bon, madame, on va poser le problème vraiment simplement. Vous savez, l'insalubrité en Côte d'Ivoire, on sait ce que ça peut causer comme maladie, dégâts et tout ça, comme vous le dites. Alors, expliquez-nous pourquoi les Ivoiriens ne se sentent pas concernés par cette opération importante qu'est le grand ménage. Pourquoi l'Ivoirien qui balaye son salon, qui balaye sa cour, n'arrive pas à balayer peut-être la ruelle du quartier? Pourquoi? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que, comme je viens de le dire, la population se dit, je nettoie mon cadre immédiat, ma maison, peut-être même la devanture, mais les ruelles, la propriété des ruelles, la propriété des voies incombe à l'autorité. Mais ça, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai, mais si vous, Gabriel Zani, vous passez dans une ruelle, vous aviez votre mouchoir en main, vous aviez fini, vous jetez. Moi, Madame Kwame, je passe, je jette. Issa passe, il jette. Conan passe, il jette. Nous sommes combien d'habitants vivant sur le sol ivoirien? Mais si nous évitons ces gestes que nous trouvons, nous disons que c'est anodin, mais 1, 2, 3, 4, ça devient beaucoup. La rue ne produit pas des déchets. Si nous arrêtons ces gestes d'incivisme, nous allons voir que nos ruelles seront propres. Alors, madame, on va aborder un point qui est assez essentiel. Les élus locaux dénoncent le fait qu'ils n'ont pas été associés à cette initiative de grand ménage. Donc, le ministère qui porte le projet de grand ménage affirme le contraire. Alors, qu'en est-il exactement? Le ministère affirme le contraire parce que avant l'opération, avant de lancer le concept, il y a eu des consultations sectorielles. Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement, de la Salubrité, elle impulse, elle rédige la politique. Mais avant de mettre ce projet en action, à elle seule, elle ne peut pas. Madame, le fait de faire une réunion, s'il vous plaît, si je vous interromps, le fait de faire une réunion avec les élus locaux, avec les préfets de département et tout ça, ça c'est un fait. Mais les écouter, prendre en compte les propositions, c'est un autre fait. Mais vous ne pouvez pas... en février, au Palais de la Culture, il y a eu l'engagement national. Quand vous vous engagez, vous signez devant toute la communauté, ça veut dire que vous avez un devoir moral. Vous avez engagé, vous vous êtes engagé à rendre le cadre de vie des Ivoiriens sain. Mais on doit aller jusqu'au bout. D'accord, on doit aller jusqu'au bout. Récemment, justement, vous avez fait une rencontre, vous avez eu une rencontre avec les préfets de département, de région, pour faire justement le bilan voilà, de 23 mois de grand ménage. Alors, dites-nous, quelles sont les conclusions au terme de cette rencontre-là? Mais les conclusions, d'abord, tout le corpus a félicité cette initiative parce que c'est un projet salutaire. Rendre le cadre de vie de la population ivoirienne saine, c'est salutaire. Et ils ont émis des doléances. Oui, c'est quoi ces doléances? C'est-à-dire financer, équiper les régions. Équiper les régions, puisque pour beaucoup d'entre eux, le budget qui leur alloué ne leur permettait pas de mener ces actions de salubrité. Mais nous disons que, en tant qu'élus, une fois que la population vous a confié leur destinée, il y a quelque part un engagement moral que vous aviez pris vis-à-vis de cette population, des citoyens. C'est qu'ils disent. Oui. En même temps, vous prenez le côté de leur engagement moral et tout ça, c'est bien beau, oui. Mais en même temps, le grand ménage ne se fait pas tout seul. Ce qu'ils ont dit est vrai, je partage amplement, en partie peut-être leurs préoccupations. Oui. Il faut de l'investissement, il faut des fonds, il faut du matériel. Alors, qui doit fournir ce matériel-là aux collectivités locales? Revenons à la vision même du grand ménage. La vision de Mme Anne-Désirée Ouloto, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat.
Pour pouvoir nettoyer la devanture de ma maison, chacun de nous a un balai à la maison. Oui, on a un balai à la maison. Mais en même temps, comme vous avez dit, on confie la salubrité de nos villes et communes aux maires, je vais dire à toutes les autorités locales que nous élisons et tout cela. Mais les quartiers, les grandes voies, qui doit faire cela? Les quartiers, les grandes voies. Ce sont les maires, c'est le district. Alors, donc, est-ce que vous avez donné les moyens qu'il faut? Vous avez donné le matériel qu'il faut aux localités, aux maires ou encore aux préfets, puis ils ont refusé de faire? Mais vous êtes dans ce pays, il y a eu des distributions de lots de matériel, d'équipements aux régions. Il y a des régions qui ont reçu de l'équipement. Mais quand on vous donne du matériel, et que soit un camion est tombé en panne, et qu'on le gare, on se dit, bon, le ministère nous a offert ce matériel, mais nous n'avons pas les moyens de pouvoir remettre ce matériel en l'état. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Madame, je vais vous poser une question très directe. Ça ne va pas? Voilà. Oui. Ce matin, on va être très direct. Je vous pose une question. Oui. Une opération telle que le grand ménage devrait normalement susciter de l'engouement de la part de tous. Oui. Alors, pensez-vous que les élus locaux boycottent le grand ménage? Dire que les élus locaux, je ne pense pas. Parce qu'un élu, sa première vision, c'est d'assurer la sécurité et l'hygiène de sa population. Oui, moi je parle sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on leur donne du matériel, on leur donne tout. Et quand ce matériel-là est usé, bon voilà, on le met de côté, on refuse de le remettre en état ou encore on n'a pas les moyens de le remettre en état et il reste là. Est-ce que ce n'est pas du boycott? C'est la question que je pose. Moi, je me dis, s'il y a un problème, qu'on s'asseye et qu'on en discute. Il y a eu plusieurs concertations, il y a eu plusieurs rencontres. Mais si on ne veut pas aller accompagner le ministère, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on relève les insuffisances et les dysfonctionnements. Jusqu'à preuve du contraire, la RDCI, les collectivités ne sont pas venues pour dire, bon, voici ce qui ne va pas, voici ce dont on a besoin, etc., etc. Le ministère fait sa part. C'est une co-responsabilité. Nous sommes tous responsables de l'hygiène, du bien-être de la population. Le ministère élabore la politique. Le ministère impulse le dynamisme. Mais la collectivité, une fois que le ministère commence, les collectivités doivent prendre la relève. Ce sont eux qui ont la charge de leur administrer. Oui, madame. Oui. Mais en même temps, ce que vous dites, peut-être qu'il y a une partie de vérité dedans, mais la question, c'est qu'après 23 mois, 23 mois de lancement, 23 mois de grand ménage dans quelques villes et communes de Côte d'Ivoire, l'opération reste encore timide. Vraiment très timide. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, ça n'a pas pris. Quand vous avez posé peut-être le diagnostic, quand vous avez fait l'état des lieux, pour vous, quelle est, je vais dire, quelles sont les raisons profondes de cette timidité? Moi, je pense que nous n'avons pas à désespérer. Parce que quand vous faites cette analyse, on a l'impression que rien n'a bougé jusque-là. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'opération Grand Ménage. Ça veut dire que le concept, quelque part, est entré dans la conscience de tout un chacun. Ben, c'est ce sursaut, ce déclic-là que nous recherchons. C'est ce déclic. Chaque mois, nous menons les activités, l'opération Grand Ménage. Nous avions instauré maintenant des thématiques. Il y a la 23e, la 22e édition, la 23e et la 24e édition. Nous allons dans les cités. Mais nous disons que tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est travail sur l'être humain prend du temps. Et nous n'allons pas nous arrêter en bout de chemin. Nous allons continuer la sensibilisation. Alors, vous n'allez pas vous décourager. Oui, nous n'allons pas continuer la sensibilisation. Donc, expliquez-nous comment se fait concrètement le grand ménage dans une commune X. Expliquez-nous. Dans une commune X, quand nous allons dans une région, d'abord, avant d'y aller, ce sont les autorités politiques et administratives de cette région
qui adresse une demande au ministère. Parce que nous n'allons pas, dans une région, aller imposer notre manière de faire à une région, à une communauté. Non. Quand les autorités locales écrivent, demandent l'opération de grand ménage, nous allons d'abord, dans cette région, mener des séances de travail avec les autorités pour voir comment eux, ils veulent que nous organisons le grand ménage. Et ensemble, nous coordonnons. Nous sommes une coordination. Nous coordonnons avec les élus, avec les représentants des Est-ce que les populations participent à ces rencontres-là? Quand nous allons, la population participe. Parce que ce sont eux-mêmes qui nous dressent la liste de tous les leaders d'opinion. Et avec les chefs traditionnels, les guides religieux, nous menons les séances de travail. Et maintenant, nous nous déplaçons. Nous nous déplaçons et chaque fois que nous allons dans une région, il y a l'équipement qui accompagne. Madame la ministre offre du matériel pour permettre à la collectivité de continuer. Alors, donc si c'est aussi facile, comme vous l'expliquez, c'est facile, on fait un courrier, on adresse au ministère de l'assainissement, de la salubrité. Oui. Ensuite, le ministère vient évaluer, faire l'état des lieux de l'insalubrité peut-être dans la commune pour savoir les besoins, les préoccupations des uns et des autres. Et ensuite, on fait le grand ménage. Voilà, un premier samedi du mois. Alors, pourquoi, dites-nous, dans combien de localités vous ont déjà sollicité? Voilà. Nous avions une dizaine où nous avions déjà organisé et installé des comités régionaux. Il y a encore des comités, des communes, des localités qui nous sollicitent avec la fusion, le fonds, la nature. Oui. Voilà, c'est ce qui a mis un peu de temps mort pour pouvoir reprendre et puis... Vous avez dit une dizaine de localités. Oui. Madame, il y a 200, oui. il y a 31 régions, il y a 201 communes en Côte d'Ivoire. Oui. Comment, sur 31 régions, 201 communes en Côte d'Ivoire, il n'y a que 10 localités seulement qui vous sollicitent? Comment pouvez-vous expliquer cela? Non, mais quand 10 localités nous sollicitent, quand nous installons un comité régional de salubrité, la région, à son tour, va organiser les départements pour pouvoir installer des comités locaux. Madame, j'ai l'impression que ce matin... Oui, allez-y, finissez. Maintenant, une fois que ces comités sont installés, ces comités font la relève et organisent les grands ménages. Mais quand vous dites qu'il y a une dizaine, mais il faudrait que les autres prennent la relève et suivent l'exemple. Nous attendons qu'on nous sollicite, nous attendons qu'on nous écrive. Tout à l'heure, vous aviez dit, est-ce une boycott? Nous ne pouvons pas parler de boycott, nous attendons que les collectivités fassent la demande. Il n'y a pas de boycott. Ces collectivités-là vont vous faire la demande, supposons. Alors, madame, tel que nous avons posé le problème ce matin, le diagnostic, vous ne pensez pas que le problème de fond, ce sont les moyens financiers? Ce sont les moyens financiers, mais quels que soient les moyens que nous allons impulser, s'il n'y a pas une volonté politique, si même en interne, on ne se sent pas concerné par la chose, quels que soient les moyens qu'on va y mettre, cela ne va pas démarrer. Il faudrait que quelque part, chaque citoyen se sente concerné par le projet. Et de façon naturelle, chacun va mettre la main à la pâte. D'accord. Alors, chacun va mettre la main à la pâte. On n'a pas vraiment assez de temps pour terminer. Sinon, il y a un point qui est assez important. Alors, par exemple, les fonds qui sont prélevés sur les factures d'électricité qui rentrent dans, je vais dire, dans les balayages, les taxes sur les ordures ménagères, par exemple. On peut vous demander où va cet argent-là? Mais vous avez vu la nouvelle politique qui est mise sur pied. Oui. Vous avez vu les opérateurs qui sont sur le terrain. Oui. Quelque chose a changé. Bien. Et gérer la salubrité, ça coûte cher. Et vous voyez aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de poubelles dans les rues. Bien. Malgré qu'il y a les poubelles, on trouve toujours le moyen
de jeter les ordures hors des poubelles. Et on met même du feu même dans ces poubelles. Vous savez, il y a eu des images que nous avions vues. D'accord, madame. Alors, merci beaucoup, madame. Alors, la réussite de l'opération Grand Ménage, comme pour répondre vos mots, nécessite la participation de tous. Hein, les mairies, les collectivités, les populations. N'est-ce pas? Oui. Alors, merci Edith Blanche-Kété-Kwame pour votre contribution. Vous êtes coordonnatrice nationale du Grand Ménage au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous, et restez avec Alix et Marco dans Matin Bonheur. Bienvenue dans l'actualité internationale. On démarre tout de suite en France. Après les gilets jaunes, les foulards rouges. Plus de 10 000 foulards rouges marchent de la place de la Nation à Paris jusqu'à Bastille pour exprimer leur désaccord face aux violences en marge des manifestations des gilets jaunes et pour, disent-ils, défendre la démocratie. Au Brésil, après la coulée de boue provoquée par la rupture d'un barrage du géant Vale, la compagnie minière a indiqué hier avoir actionné les alarmes après la détection d'une hausse des niveaux de l'eau dans un autre de ses barrages à Brumadinho. Les pompiers ont lancé l'évacuation des villages voisins. Le dernier bilan provisoire de la rupture du barrage près de Brumadinho est de 58 morts et 305 disparus. Peu d'Allemands en ont déjà eu en main et peu de commerçants l'acceptent. Pourtant, la disparition programmée du billet de 500 € fait débat en Allemagne où ces billets seront émis jusqu'au 26 avril. Certains y voient le début de la fin du liquide. La Banque centrale européenne argumente que le billet de 500 € servirait surtout à financer le terrorisme ou à recycler l'argent gagné au noir. On reste en Allemagne. La ville de Berlin veut prendre des mesures radicales contre l'envolée des prix des loyers poussée par l'action d'une petite communauté de locataires résidant sur la célèbre avenue Karl Marx. Reportage. Leur combat a allumé la mèche. Comme plusieurs centaines d'habitants de la célèbre Karl Marx allée à Berlin, Ruth a décidé de lutter contre la spéculation immobilière qui menace son contrat de location. Depuis 3 ans, elle loue un appartement avec terrasse qui offre une vue imprenable sur la plus emblématique avenue de l'ancienne République démocratique d'Allemagne. Ce qu'il y a de spécial ici, ce sont bien sûr les vieux bâtiments classés monuments historiques. Quand on y entre, on est immédiatement saisi par l'atmosphère de cette construction, de cette architecture. Clin d'œil à l'histoire, foulards rouges et slogans anticapitalistes flottent aux fenêtres de l'immense avenue. Spéculation, allée du commerce, les locataires protestent depuis plus de 2 mois contre le projet d'acquisition de 700 appartements par un magnat de l'immobilier allemand. Environ 40% des habitants concernés ont préféré bénéficier d'une procédure qui leur permet d'exercer leur droit de préemption et de faire racheter leur appartement par la ville. La sécurité et les prix bon marché du logement, c'est sûrement un avantage auquel on peut et on doit accorder de la valeur. Et cette action a donc aussi pour moi un caractère symbolique. Protester contre la hausse des loyers, c'est tout un symbole pour les habitants de la Karl Marx allée. Et dans ces bâtiments de l'époque communiste appelés palais pour le peuple, cette mobilisation a fait ressurgir une certaine façon d'habiter ensemble. Nous avons appris à connaître tellement de gens, c'est un esprit solidaire qui est revenu, après avoir été un peu oublié au fil des ans. Nous avons peint des affiches ensemble, des personnes âgées nous ont même apporté du café. Le combat des locataires de la Karl Marx allée a convaincu la mairie de Berlin à agir. La ville souhaite contrer la spéculation immobilière à plus grande échelle en rachetant d'autres logements au parc privé. Car les loyers berlinois ont augmenté de plus de 20% entre 2016 et 2017. C'est l'envolée des prix locatifs la plus importante au monde actuellement. En Suède, un groupe d'employés d'une entreprise de Solna dans la région de Stockholm plonge 1 fois par semaine dans de l'eau glacée. Ils font partie d'un petit groupe de collègues qui, 1 fois par semaine, bravent le froid et la glace et se jettent à l'eau pendant leur pause déjeuner avant de manger, comme vous pouvez le constater sur
ces images. Et c'est dans cette fraîcheur que je vous dis au revoir. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée. Donnez-nous l'exemple. On fait ça? On fait ça un jour? Dans de l'eau glacée? Oui, dans de l'eau glacée. Pour la fin de la saison. Justement, pour la fin de la saison. Défi. Voilà. Un défi. Alix commence comme c'est la femme. Les femmes sont les plus courageuses. Je ne suis pas concernée, c'est que les hommes. C'est moi qui vais juger. Je serai l'arbitre. Alors, nous en sommes à la dernière étape, mais toujours la fraîcheur y est aussi avec votre matinale et dans votre matinale. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons emploi de notre thématique, la gestion du processus de recrutement. Vous savez, le recrutement, c'est une stratégie, en tout cas, qu'il faut mener, qu'il faut établir pour les différentes structures de recrutement, les DRH, rendre heureux, comme on les appelle aujourd'hui. Et cela demande beaucoup d'assiduité. Comment cela se passer avec notre invité, on saura davantage sur le sujet. C'est parti, décortiquage après. Le recrutement tient un rôle important dans une entreprise, un facteur clé à ne pas négliger dans le développement des entreprises. La décision de recruter permet à ces dernières de répondre à leurs besoins en compétences. Le processus du recrutement des personnels, pour moi, ça ne se fait pas dans les normes en Côte d'Ivoire. Parce qu'on constate que généralement, quand les jeunes déposent les dossiers pour les stages ou pour les embauches, on leur dit, monsieur, allez-y, on va vous rappeler. Mais on constate que ces jeunes-là ne sont jamais rappelés. Ne sont pas appelés. Soit, pour que tu sois appelé, il faut que tu aies quelqu'un à l'administration dans cette entreprise ou un parent. Et généralement, il y a certaines personnes qui se permettent de dire connaissance c'est mieux que diplôme. Je dirais aux entreprises de suivre les règles selon les recrutements, de ne pas favoriser, des connaissances. Le recrutement a un enjeu très important, je dirais un enjeu stratégique, à savoir que l'entreprise ne peut exister, pour ne pas dire ne peut se développer sans ces ressources humaines qui constituent en quelque sorte son capital humain. Nous sommes dans une dynamique, j'allais dire, de la responsabilité sociétale d'entreprise. Ça, il faut le souligner parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir concilier la performance des ressources humaines à la performance sociétale de l'entreprise. Et pour cela, il va de soi que les entreprises bâtissent des chartes éthiques pour permettre à ce que éventuellement ces aspects de discrimination ne soient pas perçus dans le processus de recrutement qu'ils ont en charge. Sinon, je vais parler essentiellement de la fonction RH. Pour trouver le candidat idéal qualifié et motivé, la direction des ressources humaines recrutera le plus souvent en interne. Il s'agira ici d'une promotion ou d'une mutation. L'entreprise peut aussi recruter sur le marché du travail externe pour sélectionner son candidat idéal. Dans ce cas, elle fait appel à un cabinet spécialisé. Il existe d'autres pistes pour dénicher la perle rare. Petite annonce, candidature spontanée et réseau institutionnel et professionnel. Il faut pouvoir faire une distinction. Dans le recrutement, il y en a deux types. Il y a d'abord ce qu'on appelle un peu dans notre jargon un recrutement spontané. Il se fait essentiellement, je vais dire, lorsqu'il y a un agent qui démissionne ou qui décède. Ça, c'est un recrutement spontané. Maintenant, il y a le recrutement planifié. Ce recrutement, je vais dire, lui, il s'inscrit dans une approche stratégique qui tire sa source à partir d'un outil de développement des ressources humaines, notamment la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences et des carrières. Bien gérer le processus de recrutement dans une entreprise nous paraît très vital pour deux raisons essentielles. En interne, c'est un facteur de motivation et d'implication du personnel. Lorsqu'il s'agit du recrutement interne, où l'aspect d'équité a tout son sens, éventuellement. Et puis en externe, c'est un facteur qui semble être inhérent au développement de la marque employeur de l'entreprise. Parce que c'est important que l'entreprise soit vue au niveau de l'extérieur, au niveau de la société, comme une entreprise crédible.
La sélection du candidat est un processus qui s'inscrit souvent dans un contexte d'incertitude relativement au contenu du poste à pourvoir, aux compétences du candidat et à sa personnalité. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette thématique. J'espère que vous avez vos calepins. À tout moment, vous pouvez essayer de nous poser des questions, des suggestions sur le hashtag Matin Bonheur. Alors, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui M. Sylla Al-Hussein, le dynamique président de l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, APRHCI. M. Sylla Al-Hussein, bonjour, bonne année. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau. Tout de suite, première question. Quels sont les principaux axes qui sous-tendent la gestion du processus de recrutement? Bonjour à vous aussi et meilleurs vœux pour 2019. Vous savez, le processus de recrutement présente 6 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'expression du besoin. Parce que s'il n'y a pas de besoin exprimé, il ne peut pas y avoir de recrutement. Ensuite, c'est la définition du profil recherché. Ensuite, c'est l'appel à candidature pour trouver donc cette personne qui correspond au profil recherché. Ensuite, il y a donc le processus de recrutement lui-même par l'appel à candidature. Et après l'appel à candidature, si un candidat a été retenu, il s'agit de faire tout ce qu'il faut pour son engagement dans l'entreprise, soit au travers d'un contrat CDD ou CDI. Et enfin, le dernier élément, c'est son intégration dans l'entreprise. Très bien. Alors, pour toutes ces étapes-là, il y a bien une analyse à faire. Donc, on va démarrer par l'analyse du besoin. Alors, le besoin de recrutement se présente à l'entreprise sous 2 axes. Il y a le prévisionnel, qui est que l'entreprise doit pouvoir anticiper sur ses métiers, doit pouvoir anticiper sur les compétences recherchées pour pouvoir rester compétitive dans son domaine d'activité. Ensuite, il y a le besoin qui est exprimé immédiatement parce que soit quelqu'un vient de démissionner, soit quelqu'un a été licencié ou est décédé ou est parti à la retraite. Donc, l'entreprise peut stratégiquement élaborer son mécanisme de recrutement sur le terme ou peut décider, en fonction du besoin qui est exprimé, de procéder à un recrutement immédiat. Après ça, il y a le profil recherché. C'est très important parce qu'il faut bien le définir, parce qu'il y va aussi de la fiche de poste à faire après, et puis de l'épanouissement même de la personne. Il faut trouver le bon profil et le définir. Bien sûr, évidemment, si vous n'avez pas bien défini le profil, il va sans dire que vous n'aurez pas la compétence recherchée. Le profil est défini en rapport avec le service ou la direction qui exprime le besoin de recrutement. C'est eux qui savent les ressources humaines qu'ils recherchent. Et ensuite, le département ou la direction des ressources humaines ne fait que traduire donc, ce besoin sur un profil, savoir le profil classique. Mais la spécificité de l'agent à recruter dépend de la direction qui exprime le besoin. En parlant de direction à ce niveau-là, on a 2 modes. Hein. On a de la mobilité interne et puis du recrutement extérieur. À quel moment ces 2 étapes-là interviennent ou le choix s'opère comment? Ça aussi, c'est une stratégie de l'entreprise. Il y a des entreprises qui peuvent décider de procéder donc à donner la possibilité aux salariés déjà engagés de pouvoir connaître des promotions, évoluer dans le métier pour justement maintenir leur passion, maintenir leur dynamisme au travail. Il y a des entreprises aussi qui peuvent décider d'oxygéner l'entreprise en faisant rentrer du sang nouveau, en faisant rentrer une compétence nouvelle pour tirer l'ensemble des employés vers le haut. Donc tout dépend. Mais en même temps, c'est un mix. C'est un mix. Si vous voulez que votre entreprise évolue, si vous vous contentez juste de faire rentrer des compétences extérieures, sans tenir compte de ceux qui sont là et qui ont de la valeur, vous créez une sorte de conflit qui va se poser entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là et qui estiment parfois que le poste qui est proposé peut être occupé par des gens en interne.
Là, quand on parle de quel genre d'entreprise? Parce que là, j'ai les entreprises privées, j'ai mon business comme on dit, et puis il y a les entreprises publiques, parapubliques. Est-ce que là, on a la même nomenclature? Parce qu'on sait tous que pour une entreprise privée, celui qui fait son business, qui a une obligation de résultat, va vraisemblablement, je parle sous le couvert du RH, de l'expert, aller vers vraiment une situation, un choix méthodique, tout ça. Mais une entreprise parapublique qui est subséquente ou bien inhérente à quelqu'un qui a été nommé parce que, bon, c'est une affaire d'État, tout ça. Parfois, la compétence, ça peut être une compétence politique que professionnelle, on se comprend. Quand c'est comme ça, est-ce que ça ne peut pas provoquer des dichotomies? On se comprend, non? On se comprend très bien. Et croyez-moi, c'est une problématique qui est posée. Mais en même temps, vous avez répondu vous-même. Vous savez, l'entreprise est créée pour générer des ressources. Et le chef d'entreprise a, je dirais, un objectif précis, c'est comment gagner de l'argent, tout en offrant de l'emploi aux jeunes ou aux compatriotes. Donc sa stratégie va tourner autour de rechercher la compétence la meilleure. Et cela lui impose de chercher sur le marché. La compétence professionnelle la meilleure, pas la compétence militante. Je parle de la compétence professionnelle. Moi, je m'inscris dans ce que je peux considérer comme une entreprise dont l'objectif est de chercher de l'argent, d'avoir de l'argent. Maintenant, quand vous avez une réalité sociologique, qui est que quand un DG est nommé à la tête d'une entreprise, publique ou parapublique, et que l'objectif qui lui est demandé, ce n'est pas de faire des résultats en termes de recettes, en termes d'augmentation, je dirais, de l'entreprise en termes de richesse, il va sans dire forcément que celui qui t'a nommé te donne des orientations. La main qui donne et la main qui ordonne. Voilà, il ordonne et parfois c'est une main qui ordonne tellement bien que vous-même vous finissez par devenir ordonnateur aussi. Donc chacun, selon l'intérêt qu'il a, un chef d'entreprise privée qui a son business va toujours rechercher, même là encore il faut le savoir, c'est pas toujours évident que le chef d'entreprise privée va chercher des compétences professionnelles à l'extérieur. Parfois, on fait rentrer aussi les membres de sa famille. On s'assure que oui, que j'ai un cousin qui ne travaille pas, j'ai un neveu, j'ai un petit frère qui est à la maison. Donc, on lui donne sa chance. Donc, dans tous les cas, si vous avez une vision de votre entreprise, si vous savez ce que vous recherchez pour votre entreprise, vous allez faire en sorte que ceux qui viennent, je dirais, par des voies détournées, par le rapport personnel qu'on peut avoir avec la personne, soient minoritaires dans le recrutement de l'entreprise. En tout cas, en tout état de cause, il faut avoir la vision bien dans l'axe pour pouvoir, en tout cas, avoir une productivité efficiente et non pas du copinage. Alors, on parle maintenant de l'appel à candidature. Comment il s'établit et comment se fait l'analyse des différentes candidatures? Alors, l'appel à candidature procède de la définition du profil. Quand on a arrêté le profil recherché, quand on a arrêté les conditions d'accès à l'emploi, on procède à un appel public à candidature. Cela peut se faire aujourd'hui par les moyens que nous connaissons. Traditionnellement, on passait par voie de presse, par voie de publication, par voie d'affichage. Aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux. Et vous avez deux axes. Soit l'entreprise décide de piloter elle-même tout le processus de recrutement. Dans ce cas, c'est elle qui va recevoir les candidatures qui vont s'exprimer, qui va les analyser, qui va faire le tri et la sélection. J'avoue que c'est fastidieux et c'est très coûteux pour l'entreprise. Ou bien l'entreprise peut décider de confier son recrutement à un cabinet privé qui aura donc en charge d'exécuter tout le process et de venir lui présenter peut-être les 3 meilleurs ou les 5 meilleurs qui auront été retenus. C'est une démarche qui a l'avantage de maintenir, je dirais, l'équité, de maintenir l'impartialité du recrutement et de permettre justement à l'entreprise d'avoir la compétence recherchée. L'équité jusqu'à quel niveau? Parce que l'entreprise de recrutement va faire son travail, va lister, va déposer sur la table des décideurs 5 noms. Mais c'est là où la magie, en guillemets, peut commencer aussi. Parce que dans ces 5 noms, on a des entreprises où
où les plus bien notés sont curieusement les derniers. Quand il y a 5 noms comme ça qu'on dépose, sur quelle base maintenant le choix se fait? Et vous savez, le recrutement, ce n'est pas seulement une compétence. C'est un ensemble de réalités qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est un individu qui va venir s'intégrer dans une équipe. Et s'intégrer dans une équipe ne veut pas forcément dire que vous êtes le meilleur joueur. Vous pouvez être le meilleur joueur, mais si vous n'avez pas un esprit d'équipe, si vous ne savez pas jouer en équipe, vous aurez du mal à faire avancer l'entreprise. Et donc, ce qu'on recherche, c'est moins quelqu'un qui va venir créer plus de problèmes que quelqu'un qui va venir aider les autres. Mais si le cabinet a déjà fait le travail, a vu que ce monsieur que nous proposons vraiment, il a répondu à toutes les... Il a compétences requises, attitude, tout ça. Intégration facile. Oui, mais... Après, tout le monde se trouve sur le même palier. Comment s'opère le choix pour revenir? Il y a quelqu'un même qui était dans les profondeurs du classement, qui, comme par hasard, a 10 000 points en bonus et qui est recruté. Oui, mais ça, je vais dire, ça, c'est la subjectivité de tout employeur. Mais ce qui est certain, si on vous donne 5 noms ou 3 noms, la liberté que vous avez, c'est de procéder par vous-même à l'audition de ceux qui vous sont proposés. Et les critères sur lesquels ils ont été peut-être sélectionnés par le cabinet vont différer des critères qui sont les vôtres. Parce que vous, vous allez... Non, quand je parle de différer... Vous allez voir quoi? Le nom de famille, leur région, leur parti politique, leur club préféré? Il y aura d'autres composantes qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte qui permettent à l'employeur de savoir en 2 ou 3 personnes la meilleure. C'est quoi? Quelles sont ces composantes? Mais ça c'est l'instinct. C'est l'instinct. Avec votre expérience, vous savez, un directeur, il y a 5... Un cabinet sérieux à travailler, il y a 5 noms. Il y a 5 noms. Dans les 5 noms, lui, il va se baser sur Comment quoi? se donner les chances? Bien choisi. Se donner les chances, justement, c'est d'interroger l'individu sur des bases qui vous concernent, qui vont au-delà, c'est ce que j'ai dit, de la compétence professionnelle. Et sur la base de ce que vous estimez que le salarié qui rentre chez vous pour la première fois doit épouser comme un ensemble de valeurs, vous regardez si ces valeurs-là sont partagées par vous et par celui qui est en face. Parce que la personne peut avoir la bonne compétence, mais vous vous rendez compte qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que vous. Elle peut apprendre. Oui, elle peut apprendre. Elle peut apprendre, elle peut faire un... Il y a toujours une période d'essai. Après, tout ça, elle peut apprendre. Parce que là, au fait, on insiste parce que c'est là que se passe beaucoup de choses. C'est à ce moment-là où le propriétaire de l'entreprise, ou le DG nommé par ou c'est sa propre affaire, ou bien c'est une entreprise publique ou parapublique, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il est le seul à décider. Et ça peut gêner, non? Ça peut gêner. Parce qu'on ne sait pas ces critères. Voilà, il n'y a pas une communication aussi vis-à-vis de ceux qui n'ont pas été recrutés pour expliquer pourquoi, pas vous et telle autre personne. Écoutez, vous me demandez, je pense que dans la plupart des entreprises, il y a un comité qui est mis en place pour auditionner ceux qui sont proposés. Et puis ensuite, on regarde. C'est vrai, dit comme ça, je prendrai l'exemple d'un entraîneur de foot. Vous savez, un entraîneur de football, il vous voit à la première touche de balle. Il sait si vous êtes un bon joueur ou pas. Il sait si vous pouvez aider son équipe à progresser. Il peut aussi acheter un grand joueur sur le marché, à prix d'or. Mais il peut s'être trompé. Parce que simplement, dans l'équipe où la personne était, elle avait peut-être un certain niveau, une compétence et autres. Mais elle se retrouve dans une nouvelle équipe, elle n'est pas bien intégrée, elle ne connaît pas les valeurs de l'équipe. Et donc, elle peut être un fiasco pour le recrutement. C'est la même chose. Quand on recrute d'abord sur des bases, je dirais des critères objectifs définis à la base. Et puis ensuite, on laisse son instinct parler. C'est vrai, il y a des paramètres qui sont des paramètres subjectifs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est mineur. C'est parfois mineur. Comme je l'ai dit. En Afrique, c'est mineur? Bon, en Afrique, j'aime pas trop l'expression. Il y a beaucoup plus d'a priori. Voilà. Parce que de plus en plus, nos chefs d'entreprise ont compris que si vous voulez que votre entreprise progresse, si vous voulez que votre entreprise crée de la richesse, si vous voulez que les hommes à l'intérieur de votre entreprise restent dans votre entreprise, vous avez un ensemble de choses que vous devez impérativement faire. Il y a des entretiens d'embauche où c'est comme si c'est à peine comme si on ne vous demandait pas votre carte de parti politique. Hein. Oui, mais ça, c'est malheureusement la situation de notre continent. J'aime pas le dire, mais vous savez, tout à l'heure, vous avez posé la question sur la différence qu'il y a entre une entreprise privée
une entreprise publique et une entreprise parapublique. Je dis, quand vous êtes nommé et que votre nomination ne procède pas forcément de votre qualité professionnelle ou de votre connaissance du management, on vous met à la tête parce que vous êtes un bon militant, parce que vous avez su à un moment donné bomber la poitrine pour le régime en place. Vous n'avez pas les mêmes réalités que celui qui est préoccupé de savoir, attention, le recrutement est un acte important pour l'entreprise. Vous n'avez aucune vision. Pas qu'il n'a pas de vision. On peut avoir une vision même quand on est recruté par le politique. On peut avoir une vision. Mais je dis... Une vision biaisée. Ce n'est pas forcément une vision biaisée, mais c'est une vision qui permet d'intégrer des paramètres qui peuvent parfois se présenter comme des paramètres qui ne sont pas... Et ça gêne les responsables des ressources humaines? Oui, souvent. Oui, souvent, quand le directeur général vous dit, mais... on fait comment? Tu me prends mon petit... tu regardes, le choix est là. Le dernier recours, c'est le directeur général, ce n'est pas le DRH. En matière de recrutement, le directeur des ressources humaines, si le recrutement est fait, et non, il est impliqué. Il ne faut pas mais s'il va à l'encontre de vous, vos prérogatives de ressources humaines, vous pouvez démissionner. C'est un choix. On ne peut pas cautionner, peut-être, en tant que DRH sérieux, on ne peut pas cautionner que quelqu'un vienne alors qu'il n'a même pas, il a été au moins 17e ou 18e au classement. C'est un choix. Vous pouvez avoir le choix de dire que moi, j'ai des valeurs. Et ces valeurs-là, j'entends les respecter jusqu'au bout. Si le directeur général vous dit, vous m'avez proposé 5 noms, mais je préfère quelqu'un qui est 18e, comme vous l'avez dit, à recruter, vous avez le choix en lui disant, si nous recherchons véritablement le progrès de l'entreprise, si nous voulons une compétence qui nous fasse avancer, monsieur le directeur général, je pense que ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, pas à ce poste. Parce qu'on peut lui trouver d'autres postes, mais pas à ce poste. Maintenant, si le directeur général insiste, vous devez savoir que vous êtes un salarié et que vous êtes sous son autorité. Il est d'abord le garant de l'entreprise. C'est lui qui décide de la marche. Vous l'accompagnez en tant que conseiller, parce que le DRH est d'abord le premier conseiller de son directeur général. Mais quand on donne un conseil à quelqu'un, il prend ou il ne prend pas. Mais vous, votre obligation, c'est de faire en sorte que s'il vous dit, vous recrutez monsieur X, vous devez être à même de faire de monsieur X, qui était peut-être 18e, une compétence qui va s'avérer être l'une des meilleures de votre entreprise. Voilà. Il y a aussi l'accueil, l'intégration et la période d'essai qui sont des moments très importants. Vous savez qu'on va terminer. Bien sûr, l'accueil est fondamental pour le nouvel employé. Pour la simple et bonne raison qu'il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas parfois. Il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les codes de vie, il ne connaît pas la culture d'entreprise. Donc, il est important qu'il soit bien intégré pour se sentir aimé, désiré et attendu. Parce que s'il se sent aimé, désiré et attendu, il va forcément se battre pour s'intégrer lui-même dans cette équipe. La période d'essai est une période qui permet donc à l'employeur et à l'employé de pouvoir regarder si leur coopération peut aboutir à, je dirais, à un CDI qui pourrait leur permettre de pouvoir travailler ensemble. Justement, parlant des contrats CDD, CDI, ce sera vraiment l'intitulé de prochain thème parce que dans des entreprises, il y a vraiment des contrats fantoches, des contrats qui ne sont pas libellés correctement. Ce sera donc le thème de prochaines émissions. Merci de rester à Matin Bonheur, le lieu où on vient chaque matin pour s'informer. Bonne journée.